Gratuite entrée pour la dernière séance. C'est pour la semaine. Vous allez voir, le bouche à oreille va fonctionner. Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées. Ce film ne passera pas à la TV. Y a pas de souci, t'en fais pas pour ça. Tu sais, c'est pour ça que Dieu a inventé la vidéo, y a pas de malaise. Bonsoir chers auditeurs et auditrices du Grand Silence, c'est Lucie qui vous parle aujourd'hui du nouveau film de Gore Verbinski, Good Luck, Have Fun, Don't Die. Donc je reviens tout juste d'une avant-première et donc je souhaite vous en parler. Gore Verbinski, c'est sans doute un nom qui vous parle, que vous avez peut-être vu dans les années 2000, puisque c'est ni plus ni moins que le réalisateur de la saga Pirates des Caraïbes, rien que ça. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fout dans le Grand Silence, puisque je rappelle qu'on est censé parler des cinémas trop discrets. Eh bien, il y a une explication à ça, je vous assure. C'est qu'en fait, Gore Verbinski, contrairement à des réalisateurs stars comme Peter Jackson, Guillermo del Toro, Zack Snyder et autres, eh bien, Gore Verbinski, paradoxalement, même s'il a rapporté 3 milliards de dollars en recettes avec tous ses films combinés, ce qui est énorme, vraiment. Malgré tout, c'est pas un nom si connu que ça, certainement pas du grand public, et parmi les cinéphiles on voit que c'est pas si évident, qu'on oublie un peu que Gore Verbinski c'est le mec derrière Rango, derrière le remake américain de The Ring, quand même, on parle pas de petits films, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu des problèmes avec Hollywood, qui a monté beaucoup de projets qui se sont pas faits. Typiquement, il devait réaliser un film sur BioShock, il devait réaliser Mission to Mars, qui finalement a été fait par Brian De Palma. Il avait aussi voulu faire un film adapté de Cluedo. Ça s'était déjà fait d'ailleurs. Et voilà, ça n'a pas pu être fait. Même Lone Ranger avec Johnny Depp, c'est un film qui a failli être annulé. Il a finalement été réalisé et comme vous le savez peut-être déjà, Lone Ranger, c'est un immense échec au box-office. Ça a été une perte colossale pour Disney, qui je pense ne lui a jamais pardonné ça d'ailleurs, parce que on voit bien que Monsieur Verbinski a aligné les galères pour être produit. Il a fait quand même peu de films après ça, A Cure for Life, qui n'a pas beaucoup marché, et donc on n'a pas entendu parler de lui pendant 10 ans. Il a voulu encore une fois mener d'autres projets qui se sont pas faits, enfin c'est un type assez maudit à Hollywood, et donc finalement il nous revient là en l'an de grâce 2026 avec son nouveau long métrage Good Luck, Have Fun, Don't Die, en français. Bonne chance, amuse-toi bien et ne meurs pas, idéalement. Donc voilà, vous comprenez un peu mieux pourquoi j'en parle au grand silence, parce que c'est un réalisateur qui a eu beaucoup d'échecs dans sa carrière, disons, que ce soit des échecs commerciaux ou des films qui se sont pas faits, une sorte de carrière fantôme. On parlera peut-être d'ailleurs de ce sujet ultérieurement dans le grand silence, des films qui ne se sont pas faits. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Gore Verbinski, je suis pas tellement familière de son univers. J'ai pas beaucoup vu les Pirates des Caraïbes, tout ça. Enfin, j'ai vu Rango, La Souris aussi, son premier long métrage. J'ai pas vu Lone Ranger. Je connais pas tout à fait son travail, mais vraiment là, ce que j'ai vu ce soir, ça m'a donné envie de m'intéresser un peu plus à ce réalisateur, et je pense que vous devriez faire de même en allant voir Good Luck, Have Fun, Don't Die. J'ai été bluffée. Je vais pas vous dire que c'est un film parfait, mais honnêtement, ça vaut définitivement le coup d'être vu. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire ça dans cette émission. Vous allez me dire de quoi ça parle, un film avec ce titre. Good Luck, Have Fun, Don't Die. Ça peut évoquer le jeu vidéo, peut-être ? Alors, on est un peu dans cette mouvance du cinéma de science-fiction avec des univers parallèles, des voyages dans le temps, etc. C'est un petit peu une mode entre guillemets qu'on a actuellement. Mais là, pour le coup, c'est un film qui a été écrit bien avant, c'est-à-dire vers 2017 à 2020.
Donc c'est un projet qui a mis du temps à être monté, ça c'est clair. Ils se sont énormément battus pour le faire. Donc l'histoire, c'est qu'on suit un voyageur dans le temps, un homme du futur qui se retrouve donc dans un diner, donc un restaurant américain typique là qu'on voit dans tous les films. Et donc il fait un peu peur aux gens, il interpelle tout le monde en disant que le futur c'est vraiment de la merde et qu'il a besoin de volontaires pour mener à bien une mission pour tout simplement dévier la trajectoire du temps et avoir un futur beaucoup plus agréable, c'est-à-dire sans intelligence artificielle pour nous dominer. Enfin, on peut se dire c'est un peu une redite de Terminator, mais on en est loin. Le projet est en vérité très original. Et donc voilà, j'ai passé le film à me demander comment ils ont fait pour produire ça. Ça ressemble tellement pas à Hollywood actuellement, en fait, puisque j'ai pas trop besoin de le rappeler. Hollywood prend une trajectoire de merde depuis une quinzaine d'années. De moins en moins de cinéphiles les prennent au sérieux, puisqu'on est un peu saturé de franchises, reboot, remake et compagnie, quoi. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et comme si ça suffisait pas, Hollywood a tout à fait l'intention de foncer tête baissée dans l'IA, mais vous voyez la mauvaise partie de l'IA cringe, quoi. Et les films déjà d'ailleurs sont pensés pour rentrer dans des cases, dans des algorithmes. Et Matt Damon d'ailleurs avait fait une déclaration très inquiétante à ce sujet, c'est qu'il avait dit que les films étaient même maintenant pensés pour les gens qui regardent leur smartphone devant le film, quoi. C'est-à-dire que du coup, on répète exprès plusieurs fois les éléments de l'intrigue au cas où si vous l'ayez manqué parce que vous avez regardé votre notification sur Instagram, quoi. Enfin, c'est un peu nous prendre pour des cons, on voit le respect qu'on a pour nous au passage, quoi. Et pendant ce temps, vous avez Verbinski qui débarque avec son scénariste, avec donc un scénario original qui n'est pas une licence. Bah forcément Hollywood est là, vous vous foutez notre gueule ou quoi. Donc, Verbinski n'a pas pu faire produire son film aux États-Unis. Il a dû le faire en Afrique du Sud, c'est pas une blague, et ils ont dû reconstruire un décor de dîner américain et d'autres décors aussi, voilà, pour faire croire que c'était aux États-Unis. Ils ont dû faire leur film à l'autre bout du monde parce que Hollywood ne veut plus prendre le moindre risque. Enfin, c'est totalement lunaire, quoi. Heureusement que Verbinski avait une équipe solide derrière lui, puisqu'il a à son casting Sam Rockwell, donc c'est un acteur très bien connu du cinéma indépendant que vous avez pu voir dans Three Billboards, pour lequel il a eu l'Oscar notamment, H2G2, enfin voilà, il y a tout un tas de films dans lesquels il a joué. Moi je l'avais découvert avec La Ligne Verte, voilà, donc c'est un acteur confirmé de la même génération que Verbinski. Vous avez également Michael Peña qui était pour moi une des rares qualités de Ant-Man, autre film détruit par Hollywood justement, qui était un projet d'Edgar Wright à l'origine. Voilà, donc vous avez d'autres acteurs du coup qui sont un peu moins connus du grand public, mais qui ont fait leur marque. Verbinski a savamment choisi son équipe puisqu'il voulait en fait avoir une vraie harmonie, une vraie alchimie sur le plateau. Parce que voilà, il avait un budget limité, mais vraiment limité. Il était en Afrique du Sud. Le tout, c'était de rendre tout ça un peu plus agréable pour tout le monde et maximiser les chances de faire un bon film, quand même. Donc à partir de là, il a fait le maximum pour créer une bonne ambiance sur le plateau, ce qui apparemment a été le cas. Et c'est d'ailleurs une belle réponse quelque part à Hollywood qui voudrait en fait skipper l'étape du tournage avec l'IA. Parce que du coup l'IA générative, vous avez directement voilà l'image qui est créée, vous n'avez plus à faire de tournage. Et ça c'est le rêve d'Hollywood actuellement. Comme si en fait le tournage était forcément une corvée dont il faudrait se passer.
Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Vous développez des idées sur un tournage. Vous réécrivez le film un peu. Enfin, ça fait partie du truc. Tu fais des super souvenirs sur un tournage aussi. Pourquoi vouloir à tout prix supprimer cette étape, en fait? Même si je comprends, parce que c'est coûteux, c'est... Voilà. Mais ça fait partie de l'aventure pour moi, en fait. Donc voilà, Verbinski vraiment insiste sur ça. En tout cas, ouais, je trouve qu'à l'écran, ça se voit. Que vous avez un scénariste, un chef-op, un casting, un décorateur, un compositeur, etc. qui vraiment se répondent, sont synchronisés dans ce qu'ils ont à faire, et le film est très dynamique, quoi. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que ça a été fait avec 20 millions de dollars. C'est très peu. C'est le budget d'une comédie française de base, quoi. Et il arrive à faire quelque chose qui ressemble à un blockbuster. Alors que... À côté, le costume de Sam Rockwell, l'homme du futur, il a été fait littéralement avec des déchets. Ils ont pris des déchets, des circuits imprimés, des trucs qu'ils ont chopés à droite, à gauche, enfin, littéralement comme Tetsuo, quoi. Ils ont fait les poubelles et ça donne un super résultat et c'est pas cher. Voilà, donc en fait Verbinski en a tellement ras la couenne de pas pouvoir faire ses films que là il a donné tout ce qu'il avait pour ce projet, quoi. Et ça se sent qu'il sature, qu'il a plein de choses à dire et qu'il pouvait plus les garder en lui, quoi. Parce que en plus, voilà, des choses, il en a énormément à dire. On peut dire qu'il en a gros sur la patate, là, c'est clair. C'est-à-dire que, bon, les créatifs sont inquiets actuellement par rapport à l'IA. Ouais, c'est compliqué, on le sait très bien. Et donc le film parle totalement de ça. C'est ouvertement technophobe, puisque ça vous dépeint un monde dans un futur proche où les jeunes sont complètement accros à leur téléphone. Mais pas que les jeunes, d'ailleurs, où les gens sont prêts à quitter leur vie pour passer le restant de leur jour avec un casque VR dans une intelligence artificielle et tout ça. Il y a aussi tout un truc complètement dystopique avec... autour des fusillades dans les lycées. Voilà, sujet très sensible aux États-Unis. Et là, bon, on est dans une dimension où ces fusillades-là sont banalisées totalement. On cherche pas du tout à résoudre le problème, et c'est pire que ça, on cherche même à capitaliser dessus de la plus ignoble des façons. C'est assez dur, quoi, et malgré tout, Verbinski arrive à créer de l'humour pour mieux faire passer la pilule. Et quelque part, je trouve que ça rend le film encore plus subversif que si c'était un film plus dark. Donc vraiment, ça force à réfléchir. Je peux pas le nier. Peut-être par moments, le film tombe un petit peu dans la critique un peu didactique, vous voyez. Enfin, j'ai trouvé que les adolescents étaient un peu caricaturaux, qu'ils étaient un peu tous dans le même sac, un peu des zombies, tout ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est plus nuancé que ça dans la vraie vie, que les smartphones, c'est pas la fin du monde, de l'univers et de l'intelligence. Mais en même temps... Bon, Verbinski, il est un peu obligé d'être radical dans son propos, parce qu'il parle bien qu'il y a une urgence sur le sujet des technologies. C'est un projet d'écriture qui date de 2017, et la technologie va tellement vite que le scénariste, en fait, il a dû reprendre son scénario plusieurs fois pour le mettre à jour par rapport aux avancées technologiques, quoi, notamment l'IA qui a... complètement progressé par rapport à 2017, quoi, ça n'a strictement rien à voir. Et donc il y a une accélération des choses et une inquiétude qui grandit. Donc forcément, Verbinski entre dans un discours qui se veut très radical, très technophobe. Et c'est marrant parce que j'étais allée voir Allô la France le même jour. Le film dont avait parlé Martin là, dans notre précédente chronique, c'est le documentaire sur les cabines téléphoniques en France qui ont été démontées petit à petit. Et voilà, pareil, ce film-là aussi... écorcher un petit peu la culture omniprésente du smartphone, en fait. Et Allô la France alertait justement sur ça, sur l'omniprésence des écrans, et il y avait un extrait
d'une interview de Marguerite Duras qui explique que l'homme, pour elle, dans le futur, sera complètement noyé dans l'hyper-information, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe, et ce que le film souligne, hein, puisqu'on voit vraiment les ados, au lieu de suivre en cours, ils vont scroller à l'infini sur un tas de trucs et réagir super vite. Oui, il y a quelque chose comme ça que je trouve un peu caricatural sur les jeunes. Le film manque aussi d'une scène, pour moi, avec des boomers gênants qui font des vidéos sur TikTok avec des filtres pourris, qui font des publications Facebook sur le chat de leur voisin qui a encore pissé sur le barbecue. Il manque de ça dans le film, d'une autocritique aussi des vieux qui sont aussi gênants que les jeunes avec les technologies pour moi. Mais bon... Je comprends quand même que Verbinski n'est pas en train de dire que tous les jeunes d'aujourd'hui sont cons. Il est juste inquiet que les jeunes deviennent très soumis, très dépendants. Et bon, c'est une inquiétude qui peut-être un peu se comprendre, puisque par exemple là dans les écoles de cinéma que Verbinski fréquentait autrefois, comme la célèbre UCLA, hein, l'université de cinéma de Los Angeles, on a constaté que les étudiants de cinéma, ils avaient de plus en plus de mal à regarder un long métrage jusqu'au bout. Il y a une perte d'attention. C'est vrai qu'en fait, quand on y pense, le smartphone et la VR et d'autres technologies, ça occupe tout le champ visuel, et même parfois aussi l'ouïe, parce que vous pouvez avoir des écouteurs souvent, donc ça vous isole complètement du reste du monde, et voilà, il y a un effet bulle, et c'est vrai que bon, ça peut poser des problèmes de perte de contact avec la réalité, et c'est exactement ce que montre le film, en fait un futur voilà, qui répondrait plus que par les logiques, les codes des grandes entreprises de la tech. On y voit quand même un monde assez effrayant, quoi. Où les gens, les choses, les livres, tout ce qui compose notre monde est mis dans une case, réduit à des tags, à des adjectifs pauvres. Enfin voilà, il y a une scène où une mère doit décrire son enfant avec des adjectifs stupides et qui ne permettent pas en fait de définir un être humain entier, ou un autre passage où on parle de livres et on demande si tel bouquin de Tolstoï c'est de la littérature jeunesse ou de la littérature de vieux. Donc c'est un monde sans nuance où tout est rangé dans une case. C'est assez effrayant. Je vois l'intérêt du smartphone et de l'IA. J'y vois pour ma part des applications saines. Mais c'est vrai aussi quand même que le smartphone nous prend beaucoup de temps. Le doom scrolling, les injonctions à répondre tout de suite aux messages, tout ça, ça crée quand même une sorte de prison où notre temps libre ne nous appartient plus tout à fait. Et c'est vrai, bon, ce film a un peu mis une claque là-dessus, sur des choses auxquelles je pensais déjà, hein, honnêtement. Je pense qu'on est tous un peu exposés à l'addiction au numérique, et je cache pas que malheureusement j'ai donné beaucoup trop d'heures de ma vie à Mark Zuckerberg et à des connards qui le méritaient pas, quoi. Donc ce film invite à reprendre notre liberté, et Gore Verbinski aussi du coup reprend sa liberté, et il n'a plus besoin de Hollywood pour créer. Il les emmerde, il fait son film en Afrique du Sud avec 20 millions de balles, et résultat, le film a bien marché dans les festivals où il est passé. Il a même été diffusé au festival de Berlin, où du coup Martin et Lorena sont allés dernièrement. Il était, oui, à l'édition 2026. Alors, Martin et Lorena n'ont pas vu le film, mais c'était, à ma connaissance, sa première projection européenne, et il était hors compétition, hein, voilà. Mais c'est déjà ça. Et jusqu'ici, oui, il a de très bons retours critiques parce que, voilà, c'est un comeback très réussi. Je pense que les gens avaient envie de voir un film comme ça. C'est un film qui donne envie un peu de resociabiliser, là, de prendre un petit peu de recul sur le tourbillon technologique qui est en train de nous emporter un peu trop, là. Plus d'une fois, honnêtement, ça m'est arrivé de vouloir sympathiser avec des collègues ou avec des gens dans une association, enfin voilà, dans différents cadres. Et au moment
on a une pause déjeuner ensemble, une occasion d'échanger. Paf, les gens mettent leurs écouteurs ou leurs casques et ils regardent leurs applications sur leur smartphone, mais putain quoi. Enfin, après 30 secondes, t'en as qui mettent leurs écouteurs déjà et... En fait, ça me saoule parce qu'il y a de moins en moins d'occasions de se parler, de se regarder dans les yeux et je trouve qu'on vit dans une époque très frustrante là-dessus. Voilà. C'est marrant que j'ai vu Allô la France le même jour pour le coup, qui tient aussi un propos comme ça et que je vous conseille aussi quand même. C'est un très chouette film, complètement différent de Good Luck, Have Fun, Don't Die, mais on sent que là, bon, il y a peut-être... une nouvelle époque qui se dessine où on remet un peu en cause l'énorme développement technologique des 20 dernières années. Je terminerai en vous disant que le ticket de cinéma, c'est un bulletin de vote. Vous votez pour le cinéma que vous voulez voir. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir Good Luck, Have Fun, Don't Die. On dit oh là là, tous les films se ressemblent, on n'a plus que des suites et des remakes. D'accord, mais dans ce cas, il faut encourager aussi ce type de proposition et vous allez passer un super moment. Là, les 2h15, faut pas avoir peur parce que elles vont passer toutes seules en fait. On n'est pas dans un film comme d'habitude là avec des scènes qui s'éternisent pour dire on est un grand film donc on fait long, on fait des films de 2h30, 3h. Là, il y a plusieurs sous-intrigues donc c'est totalement justifié. Hein. On rentre dans la vie de plusieurs personnes. Il y a plusieurs histoires qui se croisent, un peu comme dans Claude Atlas des sœurs Wachowski. Donc ouais, c'est un film super chouette, super dynamique. Vraiment, Verbinski a réalisé un super comeback. Respect à lui et puis bah ça donne envie de faire des films. Il a dit que de toute façon, voilà, si on avait une envie de cinéma, il fallait la réaliser coûte que coûte, même avec 3 bouts de ficelle. Voilà, si vous avez pas de budget, vous faites votre film avec une marionnette. Enfin, c'est son discours et bah c'est ce qu'il a fait là avec son costume récupéré dans des bennes à ordures. Et si vous êtes toujours pas convaincu d'aller le voir, bah je vous dirais qu'il y a le monstre le plus what the fuck que j'ai vu depuis au moins 10 ans au cinéma. Je sais pas si vous connaissez le réalisateur syriaque, mais on est dans quelque chose comme ça quoi. Dans du prompt IA qui a très mal tourné. Et vous avez également le plus beau plan de pénis depuis environ 100 ans. Voilà, et tout public en plus. C'est ça qui est formidable. Je vous laisse découvrir tout ça, ok? Et puis vous m'en direz des nouvelles, et puis sur ce, à très bientôt, et puis espérons que le futur sera un peu moins dégueulasse que maintenant. Comme dirait Gore Verbinski, dans le monde de demain, quoi qu'il arrive, good luck, have fun, and don't die. Salut, salut! Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. Dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. Il restera la mer quand même, les océans, et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira, et puis tout recommencera.